Les 9 chapitres d'une rencontre paranormale. Chapitre 1. Le livre interdit pendant 70 ans. En cette fin d'après-midi d'automne, j'étais seul à la maison. J'allais enfin pouvoir attaquer la lecture de ce vieux livre que m'avait laissé un ami. Il flottait un grand mystère autour de son écriture. L'ouvrage avait été terminé en 1930, mais son auteur avait toujours refusé de le publier. Il avait même demandé à ses enfants et ses petits-enfants d'attendre après sa mort pour en commencer la lecture. Résultat, le livre n'a été lu la première fois que 70 ans après son écriture. Je m'installai donc dans le salon et commençai la lecture des premières pages. J'étais tellement absorbé que je ne l'aperçus pas tout de suite. Silencieusement, dans le fauteuil devant moi se tenait quelqu'un. Il m'observait avec un léger sourire, comme s'il attendait que je le remarque. « Qui êtes-vous ? Que faites-vous chez moi ?» lui demandai-je. « Est-ce le début de notre entretien ? Vous pouvez m'appeler Votre Majesté. Quant à ce que je fais ici, je viens là où on m'invite. Cet ouvrage-là dans vos mains, monsieur Froment, c'est mon invitation. Alors, allons-y, discutons. » Je lui répondis « Je n'ai encore rien lu de ce livre, j'allais le faire. » Aucune importance, il est d'un ennuyeux à mourir. Nous allons en faire un résumé live et gagner du temps. Pose-moi toutes tes questions, Cédric, et j'y répondrai sans aucun détour. C'est ainsi que commença mon entretien avec le diable. Chapitre 2. À 98% sous son contrôle. J'ai bien compris que ce livre parle du diable, mais précisément, qui êtes-vous réellement ? Je vais te parler chiffres, je sais que tu aimes ça. Tu devrais savoir que 98% de ta race humaine est sous mon contrôle. Mon apparence physique est accessoire. Je n'ai pas d'apparence autre que celle que tu peux percevoir. Je n'ai d'ailleurs pas de corps physique. Ce serait tellement handicapant et limitant d'être un être humain. Je vis à travers l'esprit des gens qui me craignent. Je ne suis qu'énergie. Précisément, je suis l'énergie négative qui vit en chaque atome de la matière, que ce soit l'énergie mentale ou physique. Pourtant, vous dites contrôler 98% des esprits. Vous êtes donc responsable de 98% de la misère de ce monde. Je n'ai pas dit avoir causé toute la misère du monde, non. Je peux m'en vanter, mais en fait, vous, les humains, faites déjà cela très bien sans moi. Je suis simplement là pour contrôler les pensées négatives qui tournent dans les esprits des gens. Chapitre 3. Le 2% vs le 98%. Libre penseur vs le paresseux. Comment prenez-vous le contrôle sur les gens ? C'est très simple. Il me suffit d'occuper l'espace inutilisé du cerveau humain. Je sème des graines de pensée négatives dans les esprits et j'attends, tout simplement. Aussi simple que cela ? Généralement, oui. Certains esprits sont très fertiles pour mes graines. J'utilise aussi quelques bons outils pour que mes ruses fonctionnent. L'un de mes meilleurs outils d'ailleurs, c'est la peur. Quand on plante des graines de peur dans un esprit, elles germent facilement et occupent rapidement tout l'espace. Les plus puissantes de ces graines sont la peur de la pauvreté et la peur de la mort. L'une des deux me permet toujours de prendre emprise sur les esprits. L'astuce, vraiment, c'est de les semer doucement, sans retourner l'esprit, de sorte que les gens finissent par croire que ces pensées viennent d'eux, qu'ils en sont les créateurs. Pourquoi 98% des esprits ? Que se passe-t-il avec les 2% restants ? Il y eut un silence, avant qu'on entende une réponse soigneusement choisie par le diable. Ce serait trop long à raconter. Mais avant, quand le premier homme s'est mis à penser, je contrôlais l'humanité tout entière. Ce n'est que lorsque la pensée positive a été découverte que je n'ai perdu ces 2 petits pourcents. Mais je garde de très bons résultats. Don't be afraid to think outside the box. Don't be afraid to fail big, to dream big. But remember, dreams without goals are just dreams. And they ultimately fuel disappointment. Si tous les gens pensaient de manière positive, votre score tomberait donc à 0%. Pourquoi est-ce que ça n'arrive pas ? C'est exact, mais cela n'arrivera jamais. J'occupe une quantité d'espace dans chaque esprit
et cela est proportionnel à la pauvreté et à la consistance de sa réflexion. Les outils modernes vous permettent de communiquer tellement plus rapidement et facilement qu'ils donnent une expansion fabuleuse à mon emprise. Mais on est d'accord que les gens utilisent ces mêmes outils modernes pour s'instruire et développer leur pensée. Certes, mais constatez simplement le nombre de vues d'une vidéo propageant la peur et le nombre de vues d'une vidéo qui apprend à développer sa réflexion. Et vous comprendrez très vite. C'est un combat inégal et il tourne toujours en ma faveur. Je vous l'ai dit, les outils que j'utilise sont très puissants. Quels sont les autres outils ? La pauvreté est un très bon moyen pour ma cause. Je décourage les hommes d'accumuler des richesses. Ils deviennent ainsi des proies faciles. La peur dans leur esprit devient croissante. La maladie aussi est un autre excellent moyen. Un corps qui souffre n'est pas enclin à la réflexion. Avez-vous des ennemis ? Oui, les libres penseurs, mais je ne tiens pas du tout à en parler. Contrôlez-vous plus facilement les jeunes ? Ou les personnes âgées, les hommes, les femmes ? Chacun répond le mieux à une approche différente. Les jeunes sont contrôlés par l'alcool et le tabac, deux outils également merveilleux. La cigarette brise la faculté de persévérance et détruit l'endurance et la capacité de se concentrer. Elle tue l'imagination et permet à la maladie de progresser plus rapidement. La boucle est ainsi bouclée. Elle permet le relâchement, crée l'ouverture sur l'alcool, et à terme, ce sont les relations sociales qui s'amoindrissent. Je vous l'ai dit, je gagne tout le temps. Chapitre 4. L'enfer n'existe que sur Terre. Donc, vous torturez les gens de leur vivant. Je pensais que votre rôle ne commençait qu'après leur mort. Effectivement, je fais croire que je me tiens juste à la porte d'entrée de la prochaine vie pour une punition éternelle. Mais en fait, j'accompagne les gens dès qu'ils souhaitent ma présence. Le temps ou l'endroit n'existe pas pour moi. Si je résume, vous prétendez anéantir le droit à la liberté de penser pour faire vivre un enfer ici sur Terre. Mais vous n'avez clairement pas le contrôle de tout, puisque chaque humain peut littéralement vous effacer en faisant preuve de réflexion et de positivité. J'obtiens ce que je veux en me contrôlant, et je te suggère de m'imiter plutôt que de me critiquer. Tu te dis libre penseur, et tu l'es. Sinon tu ne m'aurais jamais soutiré toutes ces vérités, et je n'aurais jamais été forcé de te répondre. Mais tu ne restes qu'un simple penseur, qui ne peut m'effrayer, peu importe ton niveau de réussite. D'un coup, je compris que le diable n'avait pas d'autre choix que de toujours me répondre par la vérité. Il fallait juste que je pose les bonnes questions. Chapitre 5. Son tour le plus brillant pour piéger les gens. Quel est votre tour le plus brillant, celui utilisé pour piéger le plus de gens ? Je ne souhaite pas répondre, et ce n'est pas très fair-play de me demander d'abattre mes cartes ainsi. Allons. Je ne suis déjà plus le petit penseur que vous vouliez effrayer ? J'attends la vérité tout de suite. Vous ne craignez rien de moi, rappelez-vous, ce sont vos propres mots. Certes, puisque tu insistes. J'ai deux grands secrets très puissants sur les êtres humains, deux failles que j'exploite sans relâche. La première, c'est le principe d'habitude, qui me permet silencieusement de rentrer dans l'esprit des gens. J'initie chez eux le principe de dérive, le principe de dérivé. Dériveur, expliquez-moi davantage. Quand une personne commence à partir à la dérive, elle se dirige tout droit dans mes filets. Pour mieux définir ce concept, ceux qui pensent par eux-mêmes ne dérivent jamais vers moi. Mais à l'opposé, ceux qui pensent peu, voire pas du tout, de leur propre chef, sont des dériveurs. Le dériveur me donne donc le contrôle de ses pensées. Il préfère me laisser occuper son esprit, quitte à ce que je pense à sa place, plutôt que de s'embarrasser à penser par lui-même. Il valide tout ce que la vie présente sur son chemin, sans protester ni combattre. Il ne sait pas ce qu'il veut de la vie, et il passe son temps à récolter le fruit de son indécision. C'est vrai, un dériveur a beaucoup d'opinions, mais ce ne sont jamais les siennes. La plupart lui sont fournies par mes soins. Le dériveur est trop paresseux mentalement pour utiliser son propre cerveau. C'est la raison pour laquelle je peux prendre le contrôle des pensées des gens et semer mes propres idées dans leurs esprits. J'ai compris le concept de dériveur. Quelles sont les habitudes par lesquelles vous incitez les gens à passer leur vie à dériver, justement ? Déjà, il est très facile d'avoir une emprise quand la personne est jeune. Parfois même, elle n'est pas encore née, et j'ai tellement d'emprise sur ses parents que leur enfant le devient également par l'environnement de ses parents. Ils lui transmettent toutes leurs peurs, leurs croyances limitantes et leurs craintes. C'est presque trop facile. Chapitre 6.
8 portes d'entrée des enfers. Combien en avez-vous d'ouvertes ? Je repose ma question. Quelles sont ces habitudes qui vous permettent de rentrer silencieusement dans l'esprit des gens ? Tu ne lâches rien. Je vais te révéler les 8 portes d'entrée qui me permettent de contrôler l'esprit des êtres humains. La superstition, l'avarice, la cupidité, la luxure, la vengeance, la colère, la vanité et surtout la paresse. Je peux rentrer avec toutes ces ruses dans tout esprit et à tout âge. Mais c'est tellement facile quand c'est un esprit jeune, avant qu'il ne consolide et ferme l'une de ces 8 entrées possibles. Et quand je parviens à mes fins, je peux y installer des habitudes qui laissent les portes grandes ouvertes pour toujours. Ok, donc si je résume, vous faites en sorte d'ouvrir le maximum de portes dès le plus jeune âge. Puis ensuite de les cimenter grandes ouvertes parce que vous appelez les mauvaises habitudes qui amènent à la dérive. C'est tout. Pas tout à fait. Il y a encore la dernière faille, et elle est absolument machiavélique. Chapitre 7. La faille humaine ? Confier ses enfants à... Cette dernière faille, c'est du génie à l'état pur, car ce n'est même pas moi qui la mets en œuvre. Sans le savoir, tous les dériveurs participent à la conversion des prochains dériveurs. Ils en font même leur utilité dans votre société. Vous appelez cela un métier. Les parents confient leurs enfants à des instituteurs, puis des professeurs qui brisent la pensée individuelle. Et toute la journée, les médias entretiennent mes graines de peur, les gouvernements mettent en garde, les religions vous menacent de terminer en enfer si vous désobéissez. Tous participent à très grande échelle à exploiter cette faille humaine. Tous viennent petit à petit exterminer votre libre façon de penser. Le vrai tour de force dans tout ça, c'est qu'aucun dériveur ne suspecte les dégâts qu'il inflige à l'esprit d'un autre dériveur ou même à ses propres enfants. C'est déloyal de contaminer l'esprit d'un être humain avant qu'il en ait pris pleinement possession. Rien qui ne serve mes fins ne pourrait être déloyal. Je n'ai pas de stupide limite comme vous à définir le bien et le mal. La force prime le droit, et j'utilise toutes vos faiblesses humaines pour conserver le contrôle de l'esprit humain. Chapitre 8. Être rejeté de tous, même du diable. Pourquoi ce livre a été publié après la mort de l'auteur ? Je pourrais dénoncer vos ruses et vos stratégies. Oui, tu pourrais, Cédric, mais je t'avertis du danger. Si tu le fais, tu seras haï par tous. Tu seras menacé par les dériveurs autant que par tous les esprits humains qui utilisent mes ruses pour contrôler leurs semblables. À ton avis, pourquoi crois-tu que l'auteur de ce livre ait expressément demandé à sa femme, à ses enfants, à ses petits-enfants de ne jamais le publier ? Nous avons déjà discuté, lui et moi, il y a de cela 73 ans, comme nous discutons aujourd'hui toi et moi. Après cet échange, il a commencé à se sentir rongé de l'intérieur. Il a compris qu'il ne pourrait jamais révéler cet entretien et ses vérités, sinon il deviendrait extrêmement vulnérable. Lui, mais surtout sa famille. Pour ne pas devenir la proie des dériveurs, il a choisi de garder pour lui ce très lourd secret. Un jour, il a pris son courage et il a écrit ce livre pour soulager ses pensées. Puis, il l'a caché. Il a vécu en libre pensant, parmi les 2% hors de mon contrôle, et élevé sa famille ainsi, mais sans jamais pouvoir leur expliquer le vrai fond de ses choix de libre pensant. Quand j'y repense, quelle torture il s'est infligé tout seul, sans mon aide. Car dénoncer cette seconde faille humaine, c'est dénoncer tout votre système humain, le système social, religieux, éducationnel, gouvernemental, économique, médiatique. La question est la suivante, Cédric. Te sens-tu armé pour te battre contre tout un système qui gère toute l'humanité ? Ma réponse était connue d'avance et c'était clairement non. Et le diable jubilait au fond de lui, en me regardant avec un large sourire narquois. Chapitre 9. Ma réponse au diable. Vous connaissez parfaitement les faiblesses de l'homme et vous savez en prendre le contrôle, mais vous n'avez pas abordé votre faiblesse et votre limite. Si je me fie à tout ce que vous m'avez dit, vous n'êtes pas libre pensant. Vous êtes programmé comme un virus informatique dont l'objectif est de parasiter 98% des hommes. Vous n'avez aucune liberté de choix puisque vous êtes l'esclave et l'exécutant de celui qui vous a encodé ainsi. Au mieux, vous êtes emprisonné à l'éternité à reproduire le même schéma si l'être humain ne grandit pas.
Au pire, si l'être humain s'affranchit de ses propres faiblesses, eh bien vous disparaîtrez. Si 2% l'ont fait, les 98% restants en ont la faculté. Et si les 2% contaminent les 98%, eh bien vous serez officiellement en voie d'extinction. Car quand les gens s'engagent sur le chemin de la liberté de penser, ils dénoncent et s'écartent très rapidement de vos ruses et de vos stratagèmes. C'est en construisant mon écosystème, ce métier comme vous dites, que je suis passé du côté des 2%. Et désormais, je passe la plupart de mon temps à dénoncer vos stratagèmes pour présenter une alternative aux fameux 98% que vous parasitez sans relâche. Monsieur le diable, toutes vos vérités, je les connaissais déjà et elles sont en vrai connues de tous. Les gens choisissent juste de les considérer ou non. À ce moment-là, je posais de nouveau mes yeux sur le livre. Et quand je les relevais, mon invité surprise venait de disparaître. Le salon était de nouveau vide, comme si tout cela ne s'était jamais produit. Épilogue. La chute de cette histoire. Alors non, je n'ai pas vraiment rencontré le diable, et non, il n'est pas apparu dans mon salon. Cette histoire, je la dois à Napoleon Hill, qui est l'auteur du livre Plus malin que le diable. Il a été écrit en 1930 et il n'a été publié que en 2010, donc d'un siècle à l'autre. Napoleon Hill a vraiment demandé à ce qu'il ne soit publié que bien après sa mort. De manière imagée, effectivement, le diable existe et il est qualifiable. Il est l'ensemble des pensées négatives qui ruinent la vie des gens, qui les empêchent d'atteindre leurs objectifs et leurs rêves. Chaque personne est drivée par le concept du why. Ce qui fait qu'elle se lève le matin, qu'elle construit sa vie et ses projets brique après brique et jour après jour. Le why, c'est en opposition au concept du diable. Le diable représente tout ce qui nous tire vers l'arrière, tout ce qui nous ralentit ou même nous stoppe dans le chemin vers nos objectifs. C'est-à-dire, ça va davantage représenter la maladie, les peurs, les pensées négatives, les croyances limitantes qui sont liées à notre éducation, à nos choix de religion. Ça va être aussi lié à tous les systèmes qui sont contraignants, les obligations qui nous sont imposées, les modes de pensée restrictifs. En bref, cette image de diable, elle est absolument partout dans notre société. C'est un peu comme une entité qui cherche à capturer notre temps, notre liberté, nos richesses pour nous maintenir donc à ce qu'on a vu à la dérive dans ces filets, dans un cadre qui est limité et limitant. Depuis des années, j'enseigne aux élèves de mon école de bourse LSL, le spéculateur libre, comment faire travailler soi-même ses portefeuilles financiers. Donc voilà, ça c'est connu. Mais qui dit école dit apprendre. Mon enseignement, voilà, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il ne s'arrête pas à la finance. L'école LSL, elle est unique dans le sens où elle vous apprend à penser comme les 2%, c'est-à-dire à faire travailler autant son argent que son mindset. Les deux sont liés, l'un ne va pas sans l'autre et faire travailler son argent sans son mindset ne mène nulle part. Et ça, ce sont aussi les élèves de la dernière promotion qui vous le disent eux-mêmes. Regardez le lien qui est en description de cette vidéo.